Il est 18h30 à Paris. Bonsoir à tous. La conférence de Paris sur la lutte contre l'organisation de l'État islamique s'est achevée tout à l'heure. L'Irak estime ne pas être suffisamment aidé par la coalition. La détermination est totale, affirme Laurent Fabius. Évacuation ce matin de 350 migrants porte de la Chapelle à Paris dans le 18e arrondissement. Évacuation également dans le nord de la France, à Calais. Des migrants qui sont des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens en majorité. S'agit-il d'un nouveau scandale pour la FIFA? Le Français Jérôme Valcke, bras droit de Sepp Blatter, serait mis en cause dans un transfert de 10 millions de dollars. La FIFA assure que Valcke n'est pas concerné. Sepp Blatter, le président de la FIFA, pourrait donner dans les minutes qui suivent une conférence de presse. Si c'est le cas, nous la suivrons en direct sur l'antenne de France 24. Après 10 mois d'opérations militaires, plus de 4000 raids aériens, la coalition contre l'organisation de l'État islamique s'est réunie aujourd'hui à Paris. Après, vous le savez, une série d'échecs sur le terrain en Irak, mais également en Syrie, et notamment après la chute de Ramadi ou encore de Palmyre. La coalition, qui par la voix de Laurent Fabius, rappelle l'importance d'une solution politique pour gagner cette guerre. Inès Olagaray. Sur le perron du Quai d'Orsay, Laurent Fabius accueille un à un les membres de la coalition contre le groupe État islamique. Les représentants de 24 pays ont fait le déplacement sur les 60 que compte l'organisation. Un sommet format restreint pour redéfinir la stratégie à adopter face à l'avancée des djihadistes en Syrie et en Irak. L'effort, tel que le Premier ministre nous l'a indiqué, va être concentré en particulier sur la province d'Al-Anbar pour regagner Ramadi, d'autres objectifs aussi. Et le gouvernement irakien a annoncé un plan pour rassembler les forces tribales, sécuritaires de la province d'Al-Anbar autour de cet objectif. Et le plan a le soutien de la coalition. L'Irak demande également à ce que la coalition renforce son soutien auprès des forces irakiennes sur le terrain. Nous pouvons vaincre Daesh, mais c'est la mission de la communauté internationale de nous soutenir et de faire preuve de solidarité pour lutter contre Daesh, car ce n'est pas seulement une menace pour l'Irak, mais pour le monde entier. Face à l'avancée du groupe État islamique, pas de changement majeur de stratégie. Pourtant, les États-Unis veulent croire qu'ils pourront reprendre l'avantage sur le terrain. La coalition est le moyen le plus efficace pour atteindre notre objectif. Nous gagnerons si nous restons unis, déterminés et concentrés. Pour les États membres, la stabilisation de l'Irak passe également par une transition politique en Syrie. L'organisation de l'État islamique étant présente des deux côtés de la frontière. L'organisation de l'État islamique qui progresse malgré des raids aériens de la coalition, malgré des troupes irakiennes, iraniennes ou encore kurdes au sol. Alors comment expliquer cette force de frappe? Qui sont ces hommes de l'organisation de l'État islamique qui défient les grandes puissances? Eh bien, voici quelques éléments de réponse avec Lorman. Quand on évoque le groupe État islamique, difficile d'obtenir des données précises. Concernant le nombre de djihadistes, les estimations varient du simple au décuple selon les sources. Pour la plupart des experts occidentaux, il y aurait aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 djihadistes. En Irak, certains politiciens avancent eux le chiffre de 200 000. Une chose est sûre, le nombre des recrutements s'est envolé à partir de juin 2014, date de la prise de Mossoul et surtout de la proclamation du califat. Vos frères combattants, Dieu leur a donné la victoire après de longues années de djihad et de patience. Pour qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils annoncent le califat et qu'ils y installent un calife. Chaque semaine, plusieurs centaines de personnes rejoindraient l'organisation de l'État islamique. Des djihadistes recrutés au sein même des territoires conquis ou venus de l'étranger. Et parmi eux, un nombre toujours plus important de femmes. Le groupe État islamique règne maintenant sur la moitié de la Syrie et tout l'ouest de l'Irak, 10 à 12 millions d'habitants, un territoire vaste comme la Grande-Bretagne. Ces zones comptent d'immenses ressources naturelles. Grâce à elles, l'organisation posséderait un trésor de guerre estimé à 2 milliards de dollars. Ces fonds proviennent principalement des champs pétroliers et gaziers, mais l'organisation prélève également une sorte d'impôt en Irak et reçoit des dons, principalement des pays du Golfe.
Avec cet argent, l'organisation de l'État islamique a l'intention d'étendre les frontières du califat aux pays de la région, la Jordanie, le Liban, Israël et les territoires palestiniens. Cette attaque au Nigeria dans la grande ville du nord-est du pays, Maiduguri, avec un bilan qui fait état de 13 morts et 24 blessés selon la Croix-Rouge. Attaque qui n'a pas été revendiquée, mais la secte islamiste Boko Haram pourrait être derrière. Le tout nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, avait annoncé lors de sa prestation de serment, vous savez, le transfert du commandement central des forces armées d'Abuja, la capitale politique, justement vers Maiduguri, où sévit Boko Haram, qui a frappé plusieurs fois dans cette ville de l'État du Borno. L'actualité africaine toujours, le gouvernement burundais va-t-il reporter les élections législatives et communales prévues le 5 juin et le 26 juin pour la présidentielle? Eh bien, aucune annonce n'a été faite pour le moment. Le report des scrutins, c'est en tout cas ce que souhaitent les pays de la région. Et ce mardi, eh bien, les manifestants opposés à un troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza se sont à nouveau mobilisés, notamment dans la capitale Bujumbura. Thaïs Brook est sur place. Nous nous trouvons actuellement à Chibitoke, dans le nord de la capitale Bujumbura. Alors comme vous pouvez certainement le voir derrière moi, les manifestations ont repris. Elles ont repris, ils sont très peu nombreux pour l'instant dans les rues. Ils sont environ une cinquantaine autour de moi, comme vous pouvez le voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils se regroupent par moment, par petits groupes de 30 à 50. Et puis quand la police traverse la rue, quand la police fait sa patrouille, ils se dispersent et fuient les tirs de sommation de la police. Et dès que la police est passée, ils se regroupent ensuite de nouveau par petits groupes, essayent parfois de construire des barricades, mais pour l'instant sans succès. Alors l'opposition et les leaders de ce collectif contre le troisième mandat avaient appelé à reprendre la rue aujourd'hui. C'est le cas. La question maintenant est de savoir quelle sera leur motivation malgré la répression et les nombreuses arrestations, environ 800 depuis le début du mouvement, les nombreuses arrestations de manifestants. Alors pour l'instant nous en sommes là, ici à Chibitoke, ils sont toujours motivés, mais la mobilisation est de moindre ampleur qu'au début. En France, opération ce matin à Paris, dans le 18e arrondissement, porte de la Chapelle, pour évacuer un camp de migrants, plus de 350 personnes, des Soudanais, des Érythréens, des Égyptiens ou encore des Somaliens. Nos confrères de France 3 étaient sur place. Reportage. Calmement, des hommes rassemblent leurs affaires et plient leurs tentes. Tôt ce matin, la police a bloqué le quartier avant de réveiller les migrants installés sous ce pont du métro aérien depuis plusieurs mois. L'évacuation était annoncée, elle s'est passée sans heurts. Aux côtés des policiers, des membres d'associations étaient venus rassurer ces hommes, ces femmes et ces enfants. Ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est un énorme dispositif. La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été faites plus tôt. Certains n'étaient pas dans le campement lorsque la police est intervenue. Ils cherchent à y pénétrer pour être évacués avec les autres. Effectivement, je suis parti au Gare du Nord là-bas pour partir là où on va manger. J'ai entendu qu'il y a des policiers là où on dort ici. Bon, j'ai dit que, attends, je vais revenir voir qu'est-ce qui se passe ici. 350 migrants, dont des femmes et des enfants, vivaient sur ce camp. Nous nous y étions rendus il y a quelques jours. Des tentes, des sacs de couchage au milieu de déchets et aucune structure sanitaire. Tous vivaient en plein Paris dans des conditions d'hygiène très dégradées, laissant craindre l'apparition d'épidémies. Il s'agit avant tout d'une opération et d'une évacuation humanitaire, sanitaire et d'accès aux droits des personnes qui se trouvent là, parce que il y a là un grand nombre de demandeurs d'asile. Ils vont ce soir enfin pouvoir dormir avec un toit sur la tête, se doucher. Toute la matinée, sous les encouragements des riverains, les migrants sont partis dans des bus vers des centres de logement à Paris et en banlieue parisienne. Une fois installés, leur situation administrative sera examinée. Et puis évacuation également à Calais, dans le nord de la France, cette fois de 2 camps de migrants qui abritaient près de 150 personnes. Voilà, vous voyez ici les images des évacuations parfois musclées.
La croisière a viré au cauchemar. Un navire a fait naufrage en Chine sur le Yangtze. À son bord, près de 460 personnes. Une dizaine de personnes seulement a pu être secourues. Bonsoir Clémence Dibou, vous êtes notre correspondante à Shanghai. Que s'est-il passé exactement, Clémence ? Eh bien, si on ne connaît toujours pas 24 heures après le naufrage avec certitude les causes de ce naufrage, de ce tram, il semble que ce soit les mauvaises conditions météorologiques qui soient à l'origine du naufrage du bateau. Le capitaine et le chef mécanicien, qui sont des rescapés, qui sont actuellement entendus par les autorités, parlent d'une tornade qui aurait fait chavirer en quelques minutes seulement le navire. Une tornade qui n'est pas quelque chose de complètement quelque chose qui arrive très souvent dans la région, des rafales de vent et des fortes pluies qui sont très fréquentes dans la région à cette période, des fortes pluies qui gênent considérablement les secours. Vous l'avez dit, seulement une quinzaine de personnes ont pu être secourues, alors que des centaines de personnes restent encore disparues, même si la télévision d'État se plaît à montrer cette image aujourd'hui d'une femme de 65 ans rescapée 24 heures après le naufrage. Il semble les chances de trouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure, d'autant plus que la majorité de ces passagers étaient des retraités âgés de plus de 60 ans. Vous avez rencontré les familles des victimes, Clémence ? Oui, en fait, à Shanghai, Shanghai, d'où était originaire une centaine de passagers. Ce matin, les familles des victimes, les familles des disparus se sont spontanément rendues à l'agence de voyage qui avait vendu ces billets de croisière. Ils ont trouvé porte close. Il y avait bien un numéro d'urgence affiché sur la devanture, mais personne ne répondait. Alors, une centaine de personnes s'est rassemblée spontanément dans une salle prêtée par la municipalité de Shanghai, mais très vite, le ton est monté. Des familles de disparus qui se sont sentis complètement abandonnés, et par l'agence de voyage et par le gouvernement, qui n'avait aucune information à leur délivrer. Les seules informations qu'ils pouvaient obtenir, c'était par la télévision d'État qui tournait en boucle dans cette salle. Une ambiance très pesante, des nerfs mis à rude épreuve, et beaucoup ici se demandaient sur place pourquoi le capitaine et le chef mécanicien ont été parmi les premières personnes à être rescapés. Merci beaucoup, merci Clémence Dibou depuis Shanghai. On prend des nouvelles maintenant de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, qui a été hospitalisé en soins intensifs à Heidelberg. Helmut Kohl, artisan de la réunification, âgé de 85 ans. Et bien d'après son bureau, il a subi 2 opérations et il va bien. C'est ce qu'annonce le bureau d'Helmut Kohl. Nouveau scandale à la FIFA, c'est le bras droit de Sepp Blatter, Jérôme Valk, un Français qui est mis en cause dans une affaire de transfert de 10 millions de dollars. Et ce soir, la FIFA dédouane son secrétaire général, la FIFA, qui donne une nouvelle conférence de presse pour quelques explications. On en parlera dans quelques minutes dans le journal des sports avec Benoît Perrochet. Et puis je vous donne quand même une information en provenance de la porte d'Auteuil de Roland-Garros pour vous dire que Roger Federer a été éliminé par Stan Wawrinka en quart de finale de Roland-Garros. Plus donc de Roger Federer à Roland-Garros. On en parle dans quelques minutes avec Benoît Perrochet. Mais avant cela, le rappel des titres. Il est 18h43 à Paris. La conférence de Paris sur la lutte contre l'organisation de l'État islamique s'est achevée tout à l'heure. L'Irak estime ne pas être suffisamment aidé par la coalition. La détermination est totale, affirme Laurent Fabius. Faut-il changer de stratégie après les avancées des djihadistes ? C'est la question que nous poserons à nos invités dans le débat. Ne pas manquer, 19h10, heure de Paris. Évacuation ce matin de 350 migrants, c'était Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement à Paris. Évacuation également à Calais, dans le nord de la France. Des migrants qui sont en partie des Soudanais, des Érythréens ou encore des Somaliens. S'agit-il d'un nouveau scandale pour la FIFA ? Le Français Jérôme Valk, bras droit de Sepp Blatter, serait mis en cause dans un transfert de 10 millions de dollars. La FIFA assure que Valk n'est pas concerné. La FIFA qui donne en ce moment même, vous voyez ces images en direct de Zurich, une conférence de presse.